Ok, merci. Putain, il y a du monde, hein. C'est énorme parce que il a raconté toute ma vie, j'ai plus rien à faire. En gros, quand on parle de marketing, généralement, ça fait un peu peur et on pense ah, je vais dépenser mon argent, ça va me coûter cher, je vais peut-être perdre mon argent. Si je perds mon argent, je vais être triste. Et je vais vous montrer qu'en fait, c'est faux et qu'il existe un moyen de récupérer des dizaines, des centaines, des milliers de clients sans dépenser un euro en marketing. Et c'est exactement avec cette stratégie que j'ai défoncé McDo sur les réseaux. Je m'appelle Alex, je suis le cofondateur de Père et Fiche. Qui connaît Père et Fiche? On va réduire les taux. Qui a déjà mangé chez Père et Fiche? Ok, pas mal. Qu'est-ce que vous faites les autres? Donc j'ai cofondé Père et Fiche avec mes chers associés Ava et Anthony, qui j'espère ne sont pas partis en pause. Ah je me suis dit, ils se sont peut-être barrés pendant que j'avais parlé. Et en fait, on était en école ensemble. Et je vais vous raconter un peu mieux l'histoire après. On finit les études été 2017. Ça va être la partie la plus technique de la presse. Ça va être raconter ma vie très rapidement. Après, tout le reste sera beaucoup plus simple. On finit les études été 2017. Et en parallèle, moi, je prends un CDI chez Yahoo et Microsoft. Ça a son importance parce que j'étais déjà très, très axé marketing. Mais ça m'a permis de mettre un pied dans le triangle, en fait, régie, agence, annonceur. Donc les régies, tout ce qui est Meta, Google, TikTok, Snapchat. Les agences les plus grosses, Omnicom, Publicis. Et les annonceurs, c'est les marques. Air France, Leclerc, McDo. Gérer des campagnes publicitaires pour les marques. Et ce qui m'a direct interpellé, c'est que gérais aussi un peu ce que j'appelle les pirates du web. C'est des mecs qui, dans leur chambre, faisaient beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a eu plein de modes. Le SEO, la création de sites, Facebook Ads. Moi, je suis arrivé au moment où ça tabassait de tous les côtés avec la génération de leads. Donc, ceux qui sont dans l'immobilier doivent connaître. Génération de leads, Pinel, rachat de crédit, défiscalisation à 1 euro. C'était un massacre. Et en fait, comme ça, j'ai découvert un truc qui venait d'arriver en France qui s'appelait le dropshipping. Donc, c'était du e-commerce, on va dire, un peu amélioré. Et je découvre ça en 2018. 2019, je quitte mon CDI et je commence à faire du dropshipping en parallèle de Père et Fiche dans ma chambre. Il s'avère que j'ai deux amis, Alex Pérez, juste ici, et Axel Hutin, que j'ai connu, on avait 10 ans, qui eux aussi commencent à faire la même chose de leur côté. Au final, on commence à se revoir pour, en mode les jeunes qui se lancent. Hein. On commence à bosser ensemble, on crée des boutiques ensemble, des marques ensemble. Ça se passe plutôt bien. Et après, on prend des chemins différents. Avec Axel, on commence à faire du consulting, tous les deux. Et derrière, on va créer l'agence qui s'appelle BrainLab. Donc, c'est une agence où on accélère la croissance des marques en ligne qu'on a créée depuis 2 ans. On a fait beaucoup de coaching dans des écoles, toujours sur la thématique grosse marketing. Et le dernier point à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a Père et Fiche, il y a BrainLab. Et il y a 3 ans, j'étais avec Dompierre à Dubaï. J'ai connu justement Dompierre grâce à Axel il y a une dizaine d'années. Et Dompierre me présente Green Bull. Donc, Green Bull, les 5 chers monsieur. Et ça match automatiquement, que ce soit humainement, professionnellement. On commence à devenir amis, à faire du business ensemble. Et il s'avère qu'en fait, mon fan incontesté numéro 1, Benoît Martin, je ne sais pas s'il est là, il n'est pas là, putain, me dit il faut absolument qu'on avance ensemble sur Père et Fiche. On a directement assez bien matché en termes d'ambition. Green Bull est rentré sur Père et Fiche il y a 1 an et demi maintenant. Et derrière, avec Axel sur l'agence, on s'est également associé à Green Bull fin d'année dernière, donc en décembre, il y a quelques mois. Et on a également créé un programme en ligne sur toute la partie e-commerce au sein de Green Bull Campus. Un peu le topo, donc comme vous pouvez le voir, j'aime bien le marketing. Qui s'estime plutôt chaud en marketing, lève la main. Waouh. Ok. Qui arrive à gagner de l'argent grâce au marketing? Ok. 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 Je vais vous montrer justement en fait comment on peut tirer parti du marketing, comment on peut tirer parti des réseaux pour gagner beaucoup d'argent, comment on peut investir sur ces leviers-là pour s'enrichir sans y passer trop de temps, sans dépenser beaucoup d'argent et en fait comment ça peut être un asset complémentaire à tous les investissements que vous allez faire. Donc ça va passer, j'ai un process en fait de réflexion qui est en 4 points. C'est toujours la même chose depuis tout ce que je fais dans ma vie. C'est en 4 étapes. Le premier truc, c'est de comprendre ce qu'on cherche dans la vie. C'est-à-dire, quand on fait du business, qu'est-ce qu'on cherche? Si je vous montre ça, qu'est-ce que vous voyez en premier? Vous m'avez fait mal aux oreilles tellement vous avez parlé fort là. C'est le point rouge. Ouais, c'est le point rouge. Et pourquoi en fait vous voyez le point rouge? C'est parce qu'il attire votre attention. Et en fait, il faut comprendre que l'attention, c'est le truc le plus précieux qui existe depuis une décennie. L'attention, techniquement, c'est un truc qui est en train de ravager
les cerveaux de tout le monde, ça passe par les réseaux sociaux. Et en fait, pourquoi, en gros, on cherche l'attention des gens? Parce que les gens passent énormément de temps sur les réseaux. L'attention, aujourd'hui, c'est un asset qui est encore plus précieux qu'investir en bourse, en crypto, l'immobilier, le pétrole, lorsque vous voulez. L'attention, on est tous dessus constamment H24. Comment on trouve l'attention? Je viens de le dire, ça va être sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas demander vos temps d'écran quotidiens et hebdomadaires. Je pense que Yann Darwin ne serait pas fier de vous. Mais si on regarde en fait combien de temps on passe par jour sur un téléphone, les profils assez chauds, ils vont passer au moins 2 heures par jour sur un téléphone. Sur ces 2 heures, il y aura grand minimum 30 minutes de perdu. Les profils un peu en déperdition qui se laissent happer par les réseaux et qui peuvent scroller à l'infini, il y a beaucoup de personnes qui passent jusqu'à 10 heures par jour sur son téléphone. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont passées avant moi vous disent il n'y a pas d'excuse, tout le monde a le temps. On a exactement le temps et typiquement, on peut tous gratter une demi-heure de temps perdu par jour sur les réseaux pour faire des choses, on va dire, plus productives, que ce soit du sport, investir sur de l'immobilier, un business ou quoi que ce soit. Et en fait, pourquoi les réseaux sociaux, ça nous fracasse le cerveau? Clairement, c'est parce qu'on a des milliers de devs derrière qui sont totalement capés pour hacker tous nos biais cognitifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous montrent exactement ce qu'on a envie et on est constamment à la recherche de dopamine instantanée. Dès qu'on se fait chier, on prend, on scrolle, Insta. Tout le monde va à la base sur Insta pour rien faire. Ou 90% du temps, c'est comme ça. Tiens, je sais pas quoi faire, boum, je suis dans l'ascenseur, j'attends, je suis aux toilettes. Et en fait, le truc, c'est que justement, l'idée, c'est de comprendre tout ça et d'utiliser les réseaux sociaux dans un aspect business pour justement, en fait, utiliser cette attention qui est dépensée tous les jours. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est gratuit en termes d'argent, mais on le paye en termes de temps. Derrière, les gars, il n'y a plus de piles. Il y a vraiment... Ah, ok. Derrière, en fait, il va falloir... Le troisième point, ça va être de comprendre ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, personne ne va sur les réseaux pour voir une description de produit, c'est une jolie chaise en cuir, achetez-la. Non, tout le monde s'en fout. Ce qu'il faut faire sur les réseaux, c'est raconter des histoires, créer de l'émotion, créer de la proximité, entraîner les gens dans notre aventure, leur donner envie de nous découvrir, de partager un moment avec nous. Ça, en anglais, c'est un peu plus stylé, ça s'appelle le storytelling, c'est un mot qui est à la mode, c'est juste raconter des histoires en fait qui permettent de vendre. Et le quatrième point, ça va être de comprendre comment on prend une longueur d'avance. Et ça, c'est hyper important. Pour prendre une longueur d'avance, il faut tout simplement anticiper une tendance. Donc moi, par rapport à ça, j'ai une phrase qui est un peu ma devise de vie. J'ai un peu la flemme. C'est comment je peux investir un minimum de temps et d'argent pour obtenir un maximum de résultats. Donc à chaque fois, je jauge sur les deux et je me dis, est-ce que l'investissement en vaut la peine ou pas? Et donc, anticiper une tendance, c'est totalement un truc indispensable. Qu'est-ce que c'est le process par rapport à ça? C'est super simple. Ça va être d'identifier, derrière d'expérimenter et derrière d'exécuter. Très simple, TikTok arrive en France. Ah bah tiens, une opportunité, tout le monde passe son temps dessus. Ok, bon bah peut-être que c'est intéressant pour le business. Je fais des petits tests. Ah bah tiens, expérimentation validée, exécution. Parce que c'est très bien de découvrir les tendances, mais derrière, après, il faut bourriner pour prendre une longueur d'avance. Donc du coup, on exécute. Exemple totalement différent. Guillaume achète une villa à Dubaï, il la revend, il fait une très bonne plus-value. Tiens, il a identifié une opportunité. Expérimentation, il crée une veste Dubaï, ils achètent quelques villas. Ah bah tiens, ça marche super bien. Exécution, il scale. Et en fait, le process, c'est toujours le même par rapport à ça. Donc si on résume, on a compris ce qu'on cherche, c'est l'attention. Derrière, où se trouve l'attention? C'est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? On raconte des histoires, et derrière, comment on prend une longueur d'avance sur la concurrence? C'est en anticipant une tendance. Vous allez voir que tout ce que je vais vous raconter au sein de ce petit échange qu'on va avoir, c'est toujours lié à ces 4 points. Et vraiment, ça, c'est un peu ma devise de vie depuis une dizaine d'années. Sans plus attendre, je voulais le faire un peu continue, genre « il était une fois », mais ça allait être trop compliqué à faire. On a créé Père et Fiche en école, et vraiment là, je vais vous raconter. Je l'ai fait de façon très simple, j'ai mis plein de chiffres, etc., parce que sinon ça allait être compliqué à retenir. Je vais vraiment vous partager en fait tout ce que j'ai dans ma tête depuis le début, comment j'ai vu les choses, pour que vous puissiez en tirer un maximum parti. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était en dernière année d'études à Schema, et j'ai mon pote Anthony qui vient me voir et il me dit « Ouais mec, on va faire un Big Fernand du poisson ». Anthony, il vient de Sifour, en dessous de Toulon.
famille de pêcheurs, poissonniers, et ils voulaient, on va dire, perpétuer le business familial sur un business model un peu plus innovant. Moi, personnellement, je ne suis pas un fan de restauration de base. Je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, ok, vas-y, pourquoi pas. De là, en fait, on commence à faire des concours, on gagne plein de concours, on était très très bons en concours. Et à la fin de nos études, on se dit, bon bah vas-y, let's go, on se lance. Donc on se retrouve avec Anthony et Ava à monter à Paris. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, comment je peux faire en sorte qu'on ait des résultats, sachant qu'on n'avait pas de thunes et ben, on sortait d'école, donc on n'était pas non plus super chaud. Le truc que j'avais anticipé en amont, c'est que en fait, il y avait déjà les premiers youtubeurs, qu'on appelait des influenceurs, qui étaient arrivés et j'avais vu à quel point ils commençaient à être connus. Les premiers youtubeurs, je parle de Norman, MrV, Squeezie, Cyprien, ils commençaient déjà à être pas au stade de célébrité, mais à avoir une grosse notoriété. Et ce que j'avais vu à travers les réseaux sociaux, parce qu'au moment où on s'est lancé, les business en tant que marque qui fonctionnaient bien, arrivaient à avoir beaucoup de traction à travers les pages Facebook. En fait, je m'étais dit, c'est fou parce que avant que les réseaux sociaux arrivent, il y avait énormément de barrières à l'entrée. Tu es une marque, tu passais par la radio, la presse ou la télé. Ça coûte une fortune et tu n'as pas forcément des résultats instantanés. Les réseaux sociaux, ça te permettait déjà de communiquer pour 1 euro et même en termes d'investissement publicitaire, tu pouvais dépenser à partir d'1 € par jour. Donc en fait, ce qui s'est passé à partir du moment où les réseaux sociaux sont arrivés, c'est que toutes les barrières à l'entrée, elles ont été pétées et de plus en plus vite et de plus en plus rapidement. Et c'est actuellement le cas. C'est pour ça qu'en fait, on est dans un monde où tout change vite, on ne peut pas se reposer, il faut constamment s'adapter. Donc moi, je me dis, bon, je sais pas quoi faire. On va ouvrir une page Facebook 1 an et demi avant l'ouverture, parce qu'on ne savait pas vraiment au final si on allait ouvrir, et je vais raconter notre vie. Donc ça, c'est le premier post de tous les temps sur l'histoire de Père et Fiche. J'avais fait une blague, c'était pas drôle, hein, mais en disant Anthony est mort, Père et Fiche n'existera jamais. C'était un peu dans le style. C'est un peu floppé. Et le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est exactement aujourd'hui ce qu'on appelle le building public. Hein. C'était la même chose qu'on a fait il y a 7 ans. On a tout simplement raconté toute notre vie. Donc, comment on fait des tests de recettes, quand on rencontre nos fournisseurs, les recherches de locaux. Et le raisonnement que j'avais dans ma tête, c'était les gens adorent les influenceurs. Enfin, tu t'en aimes, tu en détestes, mais on est tous influencés par des personnes. Et si on se positionne en tant qu'entreprise, dans la tête des gens, l'entreprise, c'est le mal, le capitalisme, ils volent notre argent. Tandis que si on se positionne en mode, on est 3 jeunes qui avons tout plaqué pour monter le business de nos rêves, en suivant la tradition familiale d'un des 3, on rentre sur un discours beaucoup plus émotionnel, on rentre sur « c'est incroyable » et on va créer une connexion avec toute notre audience et avoir des gens qui vont avoir envie de nous soutenir et de nous suivre dans l'aventure. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait pendant 1 an et demi, jusqu'à l'ouverture. Et en parallèle, j'avais tout simplement un blog. Bon, les modes se répètent un peu, mais j'avais un blog et voilà, je décrivais les recettes, etc. Ça nous a permis de capitaliser sur une première audience. On avait 8000 abonnés le jour de l'ouverture sur Père et Fiche. Qu'est-ce que j'ai fait en parallèle? On a lancé Instagram 6 mois avant l'ouverture. Là, c'était à peu près la même chose. Cette photo date d'il y a 270 semaines. Waouh. Et en fait, ce qu'on faisait par rapport à ça, à l'époque, Instagram, c'était des photos. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à échanger avec des professionnels de la restauration. Donc, professionnel de la restauration, ça veut dire un restaurateur qui sait gérer un restaurant. Ça veut aussi dire un marketeur éclaté. Et donc, en fait, je commence à échanger avec des agences de marketing dans la food. Quand tu as une agence de marketing et que tu es dans la food, généralement, c'est que tu n'es pas très bon en marketing, parce que c'est le truc le plus simple à marketer, et tu t'adresses à des personnes qui ont un niveau de compréhension très faible sur ça. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible, ils sont tous nuls, clairement, qu'on se le dise. Et à côté de ça, je parle avec des agences RP, et je me dis, mais c'est des prix qui sont hallucinants, et les retombées sont hyper faibles. Donc, je parle avec des restaurateurs qui avaient un resto, 10, 20, et tout le monde me dit, c'est impossible de gagner de l'argent pour un resto avec Instagram. Donc là, on était il y a 6 ans. Aujourd'hui, c'est invraisemblable de penser ça, mais tout le monde me dit ça. Je dis, écoute, on va voir, parce qu'encore une fois, rapport investissement en termes d'argent, 0. Investissement en termes de temps, c'est le mien, mais à l'époque, j'avais que ça à faire. Donc je me dis, let's go, on commence. Et on commence à être hyper agressif sur Instagram. Derrière, en fait, je vois, fin 2018, qu'on est sur un énorme boom des placements de produits qui sont arrivés notamment par le biais de la télé-réalité, d'autant plus que nous, on fonctionnait en e-commerce à ce moment-là, donc je voyais à quel point c'était rentable et je voyais à quel point les influenceurs commençaient à avoir une puissance dans la tête des gens. Encore une fois, je me dis, let's go, je vais juste contacter tous les influenceurs de la planète et je ne vais pas du tout leur parler de collaboration commerciale, tout ce que vous voulez, je vais juste leur dire « Hey, salut, on vient de se lancer, on est 3 jeunes, on n'a pas 1 euro, par contre, on a tout plaqué, on adore ta communauté, on est sûr qu'ils aimeraient trop voir ce qu'on fait, tu peux venir quand tu veux, goûter nos produits, on ne demande rien en retour.
Tu fais ce que tu veux. Si t'aimes pas, tu le dis. Si tu veux nous faire un post, tu le dis. Si tu veux nous faire une story, tu le dis. Derrière, dès qu'il répondait, je les récupérais en vocal. Donc en fait, automatiquement, je crée une relation à distance. Par rapport à ça, on récupère 250 influenceurs sur l'espace de 6 mois après l'ouverture. Donc on commence à être visible de partout. Parmi tout ça, en fait, on récupère toute la food, sachant qu'à l'époque, il y a 6 ans, il n'y avait pas encore TikTok qui était arrivé, etc. Donc il y avait beaucoup moins d'influenceurs. On récupère toute la food, puis on élargit sur des profils lifestyle, des profils business, des profils télé-réalité. Il y a tout qui cartonnait. Le raisonnement, encore une fois, c'était quoi? Je vais contacter quelqu'un, je vais lui proposer de venir. Si je raisonne rationnellement et pas en mode j'ai un ego débile en me disant ouais c'est un gratteur, il va venir me prendre des trucs, je me dis ça va me coûter combien de lui fournir 2 menus père et fiche bien fournis, maximum 10 € de food cost, combien il va toucher de personnes minimum avec ses stories. Si je réfléchis d'un point de vue combien j'investis même en publicité en ligne sur les réseaux qui est pas très cher, le chiffre il était très facilement compréhensible dans le sens je pouvais pas perdre d'argent. Et de là, en fait, on commence à être super visible. On arrive à avoir des vidéos YouTube avec toutes les plus grosses pages food du marché français, à savoir Alan Food Challenge, Florian en Air, Fast Good Cuisine, qui a jusqu'à 5 millions d'abonnés. On devient très visible. Et en fait, ce qui se passe par rapport à ça, c'est que derrière, on attire la presse, parce qu'on n'est pas pris d'agence RP. Mais automatiquement, quand tu deviens un concept à la mode, les journalistes, c'est la même chose. Ils veulent faire des articles qui intéressent les gens, parce que plus ça intéresse les gens, plus ils vont avoir de trafic, plus ils vont gagner d'argent, et ils vont être récompensés. Donc derrière, on arrive à récupérer en l'espace de 10 mois environ 80 parutions médias, plus des parutions télé, ce qui est en fait un effet exponentiel de tout de toute la visibilité. En parallèle, quand il y a quelques concepts qui commencent à marcher comme le nôtre sur Insta, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire pour se différencier? Et c'est là en fait où il y avait la vidéo qui commençait à apparaître de plus en plus sur les réseaux. Quand je dis vidéo, les seules choses qui se faisaient avant sur les pages Facebook, et je pense que vous en avez tous vu des vidéos comme ça, c'est par exemple là si on limite, je prends ma caméra, je vais faire un petit plan là qui va à 2 à l'heure pendant 5 secondes sur le logo Green Bull, et d'un coup on va avoir Guillaume qui va dire bonjour à tous, je suis le président de Green Bull. C'est des vidéos hyper corporate qui font chier tout le monde. Et en fait, on a commencé à faire des productions comme ça. Donc, c'est des productions qui étaient beaucoup plus quali, qui étaient direct axées sur le visuel, et on n'en avait rien à foutre de raconter notre vie. On était juste là pour montrer un produit qui donnait faim aux gens. Donc, de là, en fait, on récupère de plus en plus de clients, et typiquement, on commence à capitaliser à fond sur ce levier-là. Vous allez voir, il y a des petits points audience pour qu'on s'y retrouve, parce que ça va parler chiffres de tous les côtés, d'année en année, pour que vous voyez l'évolution. Donc là, en fait, on est début 2020, fin 2019, et on a une audience cumulée, donc à chaque fois, c'est le trait bleu ciel, là, de 25 000 abonnés. Donc ça se passe plutôt bien pour un début. Et qu'est-ce qui se passe début 2020? Exactement. Le Covid arrive. Donc là, on rentre chez nous. Étant donné que je viens de 10, je passe un super confinement. Par contre, le business, beaucoup moins. Et début Covid, on télécharge tous TikTok. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est quoi ce délire? Comment je peux avoir une app qui, en l'espace de 2 heures d'utilisation, est en train de me hacker le cerveau et de me pousser une recommandation de contenu totalement adaptée à mes envies? Et en fait, je commence à échanger avec des gens. Ouais, t'es sur TikTok, et tout le monde me dit, non mais mec, c'est un délire, je passe mes journées sur TikTok. Et là, je me dis, ok, pourquoi on ne lancerait pas Père et Fiche sur TikTok? Sachant qu'en fait, l'avantage qu'on avait, c'est que vu qu'on avait anticipé toute la création de vidéos, je ne savais pas que TikTok allait arriver, mais vu qu'on avait commencé à faire beaucoup de prod vidéo, je me dis, bon, mon contenu vidéo n'est pas adapté à TikTok, mais je vais juste prendre mes vidéos et les reposter sur TikTok. Encore une fois, temps investi, argent investi. Argent investi 0, temps investi 2 minutes par post, et je vais voir ce qui se passe. Et je commence à faire 10, 15 vidéos. Donc ma première vidéo, je m'amusais à couper un oignon, et mes frères, ils me versaient de l'eau sur les yeux pour me montrer que quand tu coupes des oignons, ça te fait pleurer. C'est un truc qui faisait pitié. Ma mère elle m'a dit, ok, là tu pars vraiment en couille. Et de là, en fait, ça fait pas beaucoup de vues. Mais je fais mes tests et tout. Et là, je prends une vidéo d'Ava, juste celle-là. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'incroyable. Et en fait, c'était une vidéo qu'on avait fait sur Instagram. Je l'ai juste découpée au format vertical, en format 9/16e. Et cette vidéo, elle fait 1 million de vues, 126 000 likes, 1500 enregistrements, et on prend 8 000 abonnés. Ouais! Let's go! Et alors là, je me dis, ok, le monde part vraiment en couille. Parce qu'en fait,
c'est la première fois où il commence à y avoir une vraie opportunité niveau contenu organique. Parce qu'à l'époque, Insta, on pouvait capitaliser dessus, mais ça prenait du temps, etc. Là, je me dis, ça, c'est n'importe quoi dans le monde réel. C'est-à-dire qu'avant les réseaux sociaux, c'était impossible. Et en fait, je commence à faire mes petits tests, et on était le premier resto en France à se lancer sur TikTok. Même chose, hein, tous les restaurateurs, « Ouais mec, TikTok, tu vas détruire ton business, etc. » Et ça a totalement marché. Et sur l'année 2020, on fait quelques tests, on essaye de comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'honnêtement, j'en avais strictement aucune idée. Et j'échange avec plusieurs personnes. J'avais une TikTokeuse de 18 ans qui venait au restaurant m'aider à faire des vidéos pour essayer de comprendre. Et l'année passe. Donc vous voyez, là, on est en fin 2020, début 2021, on a environ 50 000 abonnés. Début 2021, je commence à voir qu'il y a un peu une hype sur la food sur TikTok, et surtout qu'en fait, les gens commencent à rechercher des restaurants sur TikTok comme on pourrait le faire sur un moteur de recherche comme Google. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, et c'est exactement le truc d'anticiper une tendance, identification, expérimentation, exécution. Donc vous voyez, à partir de mars 2021, je me dis, là, on va vraiment y aller comme des gros bourrins. Et on récupère plus de 200 000 abonnés sur l'année. Donc vous pouvez voir que là, ça commence vraiment à déraper. Et à partir de ce moment-là, il commence à vraiment y avoir une hype autour de la marque parce que justement, on a une énorme visibilité sur les réseaux. Le temps passe et on se retrouve à septembre, octobre 2022. On est déjà plus de 2 ans après l'apparition de TikTok en France. Et TikTok commence à être un levier, encore une fois, malheureusement, plus mature. Pour ma plus grande tristesse. Parce que plus c'est mature, plus je dois travailler pour avoir des résultats. Et moi, vraiment, mon objectif, c'est d'en faire le moins possible. Et donc, par rapport à ça, je réfléchis et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, moi, mon job à travers mes boîtes, c'est vraiment en fait, d'aller me balader sur Internet et d'essayer de trouver à travers le monde toutes les idées un peu innovantes que je peux faire. Donc, mon process de réflexion, il est un peu chelou. C'est je me mets chez moi, je m'allonge par terre, je me fais de la respiration vraiment vénère en mode hyperventilation, et une fois que je plane un peu, là je réfléchis comme ça, et je me dis tiens vas-y, et je pars réfléchir dans mon cerveau. Toujours les yeux fermés parce que sinon j'ai trop d'infos à la fois. Et là je me dis mais attends, ce qui s'est passé récemment, c'est que Instagram a sorti les Reels pour les bilingues, Facebook a sorti les Reels aussi, puisqu'Instagram et Facebook c'est le même groupe, c'est Meta, YouTube sort les Shorts, qui est la version verticale, et derrière, il y allait avoir Snapchat qui sort le format Spotlight, qui est la même chose. Je me dis, mais est-ce que le contenu que je fais pour TikTok ne pourrait pas être applicable partout? C'est-à-dire que pour une vidéo, je pourrais poster sur 5 plateformes à la fois. Et en fait, je réalise que on est passé dans un monde où le contenu il est de plus en plus rapidement périssable, mais à côté de ça, il y en a de plus en plus. Et on le voit à quel point notre attention, aujourd'hui, elle est totalement défoncée. On a une attention qui est catastrophique. Mettez-vous 5 minutes les yeux fermés, vous allez voir que votre cerveau il va souffrir. Et le truc, c'est que je me dis, OK, il faut faire du contenu rapidement, il faut être présent, mais à côté de ça, il ne faut pas être trop perfectionniste, parce que justement, plus on est perfectionniste, moins on va pouvoir faire de volume. Et donc là, on est... C'est à ce moment-là, du coup, que je lance Reaper Pause. En fait, c'est juste un outil que j'ai trouvé où je plug tous mes réseaux et je lui dis dès que je poste une vidéo sur TikTok, je veux que tu la repostes automatiquement de partout. Donc j'ai posté sur LinkedIn, Pinterest aussi. Il n'y a pas trop de résultats, mais encore une fois, je m'en fous. Ça m'a pris 2 minutes à setup le truc et j'ai les réseaux qui tournent en automatique. Et donc là, maintenant, on est à janvier 2023 et vous voyez qu'il y a une petite croissance. Mais jusque-là, c'est tranquille parce que c'est essentiellement Instagram et TikTok qui font le gros de mon audience. Sauf que, vu que j'ai cet outil qui, en vrai, travaille pour moi, je me dis, même si je n'ai pas de résultat, j'ai setup mon outil qui me coûte 15 € par mois, donc je n'ai pas trop grand-chose à perdre, et il va juste riposte de tous les côtés, et je vais attendre et voir ce qui se passe. Parce qu'au pire du pire, je n'ai pas de résultat, et j'ai perdu sur l'année 150 balles, ce qui n'est pas très grave. Et là, en fait, vous pouvez voir qu'à partir de ce moment-là, il s'est passé un truc assez intéressant sur YouTube, c'est que de octobre 2022 à mai 2023, j'ai eu 88 vidéos qui ont été repostées. J'ai fait 83 000 vues, ce qui est une performance assez éclatée. Si je l'avais posté moi manuellement, au bout de 10-20 vidéos, j'aurais dit « Ah, c'est bon, ça me saoule, j'arrête, de toute façon, YouTube, ça ne marchera jamais ». Sauf que là, en fait, mon robot, il était en train de riposte automatiquement et j'avais en fait une sorte de présence garantie 3 à 4 fois par semaine sur des vidéos. Et juin 2023, il se passe un truc fou, c'est qu'on a une vidéo qui explose, on fait 6 millions de vues sur le mois, on récupère 10 000 abonnés sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo a explosé.
Personne ne sait à chaque fois quelle vidéo va marcher ou pas. Il y a des codes à respecter, mais même quand on respecte les codes, il y a toujours une part de random sur les réseaux. Et par contre, là, je passe dans ma phase identification, expérimentation, exécution. Et là, en fait, c'est comme si tes potes ils poussent la voiture, tu es dans la voiture, là je dis vas-y, il faut qu'on accélère. Et à partir de ce moment-là, on commence à défoncer le marché sur YouTube. Sur les 11 derniers mois, on a fait 70 millions de vues sur YouTube, on a pris plus de 100 000 abonnés. Ça m'a pris 0 minute encore une fois. Regardez juste la durée de visionnage en heures, je ne sais même pas combien ça fait d'années. On a 572 000 heures de vidéos vues en 11 mois sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a techniquement 572 000 heures qui ont été consommées de gens qui passent leur temps à regarder des vidéos père et fiche, qui rentrent du père et fiche dans leur tête. Et donc de là, on prend un gros pic, forcément. Et je me dis, en fait, en août 2023, Snapchat venait de sortir les Spotlight, je crois que c'était en juin 2023. Je me dis, pourquoi je ne lancerais pas Snap aussi en parallèle? Parce que, en vrai, ça va pas me prendre de temps, l'outil le fait. Et là, c'est assez fou parce que je set-up l'outil Snapchat, donc ça me prend 5 minutes. Je n'ai jamais compris comment répondre aux commentaires sur Snap. On ne le fait toujours pas parce que je ne sais pas comment faire. Et j'ai dit au robot, tu vas prendre toutes les vidéos qui ont été postées, qui sont postées tous les jours, on poste 3 à 4 fois par semaine. Dès qu'il y a une vidéo qui est postée, tu vas la repost. Mais je veux aussi que dès qu'il y a une vidéo où il y a pas de, dès qu'il y a un jour où aucune vidéo est postée, je veux que tu ailles piocher dans tous les TikTok qu'on a postés sur les 3 dernières années et que tu en repostes un automatiquement au pif. Je m'en fous lequel. Je veux juste que tu postes tous les jours. Et là, en fait, c'est assez fou, encore une fois, parce que dès le début, on tape entre 3 et 4 millions de vues en organique par mois, sans rien faire. Et aujourd'hui, Snapchat, on a plus de 62 000 abonnés. On fait minimum 3 millions de vues par mois. Et ça m'a vraiment pris 5 minutes à setup le truc. Et si on regarde au niveau des audiences, on voit qu'on reprend une accélération sur le début d'année. Et en fait, aujourd'hui, ça nous donne une communauté de plus de 610 000 abonnés sur l'ensemble de nos réseaux. On est parmi les premières chaînes food TikTok en France. On a la plus grosse chaîne YouTube food en France. On a la plus grosse chaîne Snapchat food en France, alors qu'on a un restaurant. Est-ce que c'est normal? Non. Pourquoi personne ne le fait? Je ne sais pas. Ouais! Manger des burgers de poisson! Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres, c'est bien, c'est intéressant, mais ça, c'est un putain d'actif. C'est un actif pourquoi? Parce que grâce à cette audience, on a attiré des clients. Grâce à cette audience, on a attiré des influenceurs. Grâce à la notoriété qu'on a eue, on a attiré la presse. Grâce à tout ça, à toute la hype qu'il y avait autour de la marque, le CA a augmenté. Grâce à cette communauté, plus les CA qui ont augmenté, on a attiré Green Bull. Grâce à ça, on a lancé en franchise. Grâce à cette audience, on attire des franchisés. Donc en fait, c'est juste un effet domino et nos audiences, elles vont faire que se cumuler petit à petit. Et il y a 3 semaines, je me disais, parce qu'il y en a souvent qui me disent « Ouais, mais les abonnés, ça ne veut pas forcément dire que tu fais du CA et tout. » Et je me suis dit « Tiens, je vais recoupler les chiffres. » Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, notre progression d'abonnés qui est en bleu, elle est totalement corrélée à notre CA annuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait à peu près entre 15 et 20 millions de vues organiques par mois. On a 8% de notre audience seulement qui est en France. Ce qui en fait nous donne un avantage considérable par rapport à toutes les autres entreprises de la food ou d'autres secteurs qui vont aller se lancer en franchise, accélérer leur développement. C'est que nous, il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent déjà des pères et fiches dans leur ville alors qu'on n'est toujours pas là. Et le truc qu'il faut retenir, c'est qu'en fait la recette qu'on a eue depuis le début, et ça vraiment le plan, c'est ce que je vous ai dit, c'était dès le premier jour, on a la même stratégie, c'est comment on fait tout pour créer une aventure humaine, grâce à de la proximité, en étant authentique, parce qu'on a toujours été hyper transparent. Avec Ava et Anthony, on a des personnalités qui sont totalement différentes, mais on n'a jamais joué à un jeu, on a toujours été honnête et respectueux envers toutes les personnes avec qui on travaillait. Comment on crée des émotions par rapport à ça? On les fait rire, on leur donne faim, on leur donne envie de venir, et derrière, en fait, ça déclenche de la viralité. Qui dit viralité dit on récupère des clients, et vu que le produit est excellent, bien évidemment, on fidélise des clients. La réflexion par rapport à tout ça, c'est pour ça que je parlais de storytelling au début, c'est qu'en fait, le principal travail que j'ai fait, c'est j'ai juste cherché à comprendre qu'est-ce que les gens voulaient voir de nous. Donc on a testé plein de choses. Là, je vous montre vraiment la partie qui a marché, mais il y a eu plein de choses qu'on a testées qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, je me suis dit, comment j'arrive à rentrer dans le cerveau des gens? Qu'est-ce qu'ils veulent voir de nous? Ils ne veulent pas qu'on leur dise « Bonjour, voici un burger au poisson ». Non, ils veulent passer un moment distrayant, ils veulent se taper des barres avec nous. On est là pour leur faire passer un bon moment et à côté de ça, quand ils ont faim, leur faire passer encore un meilleur moment. On a compris en fait qu'est-ce qu'on devait raconter. On a raconté tout ça sur les réseaux. C'est exactement tout ce dont je viens de vous parler.
Derrière, on a couplé des leviers publicitaires en ligne de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas de la même façon à une personne qui ne connaît pas la marque, vs à une personne qui est déjà engagée avec la marque. Si tu n'as jamais vu la marque sur les réseaux, je vais te montrer une présentation, une vidéo présentation de l'enseigne qui explique qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Si tu as déjà vu notre page sur les réseaux, potentiellement tu as déjà eu des points de contact, je vais te présenter une recette. Si tu as déjà visité le site internet, je vais te pousser un code promo pour commander, etc. Derrière, on a plugué de l'influence à fond, c'est ce que je vous ai expliqué. Et à côté de ça, derrière, on a appliqué le mot le plus à la mode du moment, qui est le personal branding. C'est en fait comment nous, on va encore plus loin dans l'incarnation de la marque. Et par rapport à ça, en fait, moi, je travaille en parallèle ma marque personnelle, tout simplement parce que ça va être un pont sur tous mes business. C'est assez simple, ce que je fais. Je raconte ma vie sur LinkedIn. En vrai, LinkedIn, encore une fois, quand je vous parle d'anticiper des tendances, c'est un énorme levier pour récupérer du business. Le format, il est assez simple. Comment on démontre une expertise? Donc, comment je démontre que je suis bon en marketing, que je suis bon dans la food, que je m'y connais dans l'acquisition. Derrière, comment j'explique ma mission? Donc, à savoir, avec Père et Fiche, c'est comment on crée clairement un McDo du poisson. Et à côté de ça, en fait, comment je le plug à ma personnalité? Parce que si tu prends ta mission et ton expertise, tu peux être déjà très chaud, mais il y aura toujours des gens qui seront plutôt plus chauds que toi ou au même niveau que toi. Si tu plugues ta personnalité, encore une fois, tu crées un attachement émotionnel avec ta personne et automatiquement, les gens qui t'aiment toi vont avoir envie de découvrir tes marques et de les consommer. À côté de ça, je vais encore plus loin dans le partage de connaissances sur une newsletter où toutes les semaines, je partage des stratégies marketing. Donc tout ce que je viens de vous expliquer là, ça apparaît sur mes newsletters. Donc c'est en fait comment je partage toutes mes strates que moi j'applique, tout ce que je découvre sur des marques aux États-Unis, des trucs où il y a des ovnis qui fracassent tout sur leur passage, et comment après, à côté de ça, je crée encore plus d'engagement sur un podcast où, encore une fois, je raconte tout ce que je vis. Donc quand tu as des personnes qui passent 1 heure par semaine à t'écouter dans les oreilles, tu crées un niveau d'engagement qui est monstrueux. Forcément, plus tu vas vers la droite, c'est la droite aussi, ouais, vers la droite, plus automatiquement tu vas faire moins de volume de vues, mais plus tu vas avoir une audience engagée. Ma mère ne m'appelle plus, elle me dit j'écoute tes podcasts maintenant. Je vois que tout va bien, j'écoute tes podcasts et j'ai plus besoin de te parler. Et ça, c'est génial. Et en fait, pour que vous compreniez, aujourd'hui, j'ai mon contenu que je partage. J'ai Père et Fiche qui est en fait ma preuve par l'exemple. Je développe ma marque, mais ce que je partage sur les réseaux, tous les conseils que je donne, je ne suis pas un consultant qui travaille dans une boîte qui dit oui, j'ai vu sur la nouvelle newsletter de Meta qu'il fallait travailler les algorithmes. Non, je dis regarde, tiens, je ne suis pas en train de te parler non plus d'une marque cachée en te disant désolé, je ne peux pas t'en parler, sinon tu vas me voler le business, c'est secret et tout. Rien à foutre. Tu vas sur mon site, tu vas sur les réseaux, tu vois ce que j'ai fait. À côté de ça, en fait, c'est là toute l'association avec Green Bull que j'ai fait où ça crée du sens, c'est qu'on a un programme en ligne pour les personnes qui veulent se lancer dans les e-commerce. Donc généralement, c'est les personnes qui vont avoir du temps mais moins d'argent. Et sur les personnes qui ont de l'argent mais moins de temps, on les récupère sur l'agence pour les aider à se développer en ligne. Je tiens à préciser du coup un truc pour vous mettre à jour sur les business. Il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que là, je viens de vous expliquer en fait toute la success story marketing. Et je reprends totalement le point de Guillaume lors de sa présentation, c'est qu'en fait, comme vous avez pu le voir sur son parcours, il y a eu beaucoup d'échecs, des associations qui permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de résultats. C'est la même chose pour moi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une composition qui est assez parfaite. Donc je remercie pour ça mes associés qui sont Axel, Ava, Anthony. On sait tous exactement qu'est-ce qu'on a à faire. Là, vous avez vu toute la branche marketing, mais en fait, on a un devoir envers nous-mêmes d'être tout autant excellents dans nos domaines respectifs, que ce soit Ava sur les opérations, Axel sur la gestion opérationnelle de l'agence, Anthony sur la partie produit et sur le développement. Et en parallèle, même avec Green Bull, on a justement réussi à les intégrer, à se rattacher à eux pour aller encore plus vite, encore plus loin. On a une association qui est assez incroyable puisqu'on a une équipe plutôt en mode Avengers où je pense qu'on a la meilleure équipe du marché pour faire évoluer des boîtes, pour aller très très loin. Donc merci à tous de m'avoir écouté, merci à tous mes associés, merci à Green Bull de m'avoir donné l'opportunité de parler avec ça. On a des gros projets de croissance avec l'agence et également avec Père et Fiche puisqu'on a lancé la franchise il y a environ 1 an qu'on a annoncé. On va avoir 4 à 5 ouvertures qui vont arriver sur la fin d'année, début 2025. On a une dizaine d'autres projets en cours. Mes associés sont là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Et par rapport à tout ce que vous avez vu niveau marketing, il faut savoir qu'on a un budget marketing qui est d'environ
si je ne dis pas de bêtises, 20 000 euros annuels. C'est-à-dire qu'on a le plus petit budget du marché dans la food. On a la plus grosse visibilité organique en France sur toutes les marques. Donc bien évidemment, on a des McDo, Burger King qui dépensent des centaines de millions, enfin de milliers, voire beaucoup de millions, qui ont plus de dépenses que nous. Mais j'ai strictement pas honte de dire qu'il y a vraiment aucune marque qui nous fait peur sur le développement et sur tout ce qu'on va pouvoir faire niveau marketing, parce que là, actuellement, on est à 10% de ce qu'on peut faire. C'est juste qu'on a besoin de plus d'ouverture pour encore plus accélérer. Et je reviendrai l'an prochain et vous verrez qu'il y aura encore des nouvelles opportunités qui auront été trouvées, des nouvelles anticipations, des nouvelles accélérations, toujours dans cette logique de comment je me positionne sans investir beaucoup de temps, sans investir beaucoup plus d'argent, juste de façon maligne pour péter tout le marché. Maintenant, si vous voulez découvrir toutes mes stratégies marketing, j'ai mis un petit QR code. Je partage toutes les stratégies, donc c'est vraiment si le marketing a un intérêt pour vous. Je partage tout ce que je fais sur mes business, tout ce que je vois, tous les principes de branding, d'acquisition, de création de contenu, de publicité en ligne. C'est une fois par semaine, c'est totalement gratuit. C'est vraiment pour vous faire